Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons donc faire une vidéo qui va porter sur le temps que passent les enfants devant les écrans. Beaucoup de mes patients pendant le Covid-19 m'ont téléphoné pour me dire justement que il y avait, les parents avaient laissé un peu déraper le temps d'exposition aux écrans et qu'ils souhaitaient un peu récupérer des limites raisonnables, sachant que certains enfants, même avant le Covid-19, passaient beaucoup de temps devant les écrans, peut-être beaucoup trop. Donc aujourd'hui, cette vidéo va porter sur ça. D'une part, dans la première partie, nous allons évoquer les raisons, c'est surtout les conséquences, qu'est-ce que ça donne une consommation excessive d'écran. Et de l'autre côté, après, nous allons voir comment on peut mettre en place pour réduire le temps devant les écrans, pour aménager autre chose pour les enfants. Enfin voilà, nous allons parler de tout ça sur la deuxième partie. Donc les études sur lesquelles moi je me suis appuyée pour faire la vidéo seront mises dans la description. Je ne vais pas vous les citer là parce que c'est assez long. J'ai choisi des études qui étaient certaines canadiennes et d'autres françaises. Voilà, vous pouvez donc, si vous le souhaitez, faire des recherches par rapport à ces indications-là. Donc il y a trois domaines où on peut constater chez les enfants en tout cas, les dommages que peuvent créer une consommation excessive des écrans, notamment sur le plan physique. On constate une obésité, on peut constater en tout cas une obésité, c'est pas le cas chez tous les enfants, mais en tout cas on peut le constater, heureusement. Donc obésité, sédentarité. Bien sûr, je vous parle toujours en général. Bien sûr qu'il y a des enfants qui vont passer 10 heures devant l'écran et qui ne seront pas obèses. En fait, ça dépend de la constitution de chacun. Chaque fois que je parle, c'est toujours des généralités que je fais. Donc, on a constaté sur la santé physique, sédentarité et obésité. Et sur la santé psychologique, on a constaté angoisse, on a constaté agressivité, insomnie et addiction. Après, il y a une autre zone où on en parle peu, c'est sur la santé cérébrale de l'enfant. C'est-à-dire qu'on a constaté que les tout-petits qui sont exposés, on va dire, de manière récurrente aux écrans, chez certains en tout cas, on a constaté un retard du développement du langage. Et on a constaté aussi que la qualité de la matière blanche qui se trouve dans le cerveau n'était pas la même que chez les enfants qui n'étaient pas exposés, on va dire, en excès aux écrans. Voilà ce qu'on a constaté. Et de ce fait, des études sont en train d'être menées pour savoir si ça n'avait pas eu d'autres impacts que un problème de développement sur le langage. Voilà, où c'est qu'on en est aujourd'hui. Voilà ce que nous savons. Donc, une fois que ça s'est dit, on va parler plutôt là, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire que la première chose qu'on va faire, c'est que vous allez, votre mari et vous, ou vous, si vous êtes seul, vous allez déterminer ce qui vous semble raisonnable d'accorder aux enfants, on va dire, comme temps passé devant les écrans. Il faut savoir que quand l'enfant a moins de 10 ans, il est convenable qu'il passe moins de 2 heures par jour, voire beaucoup moins, mais on va dire que c'est vraiment le maximum 2 heures par jour. Au-delà, si l'enfant a 16 ans, on peut aller jusqu'à 3 heures et demie, voire 4 heures maximum, mais ça doit être vraiment limité. Sinon, l'enfant perd la connexion avec la réalité, enfin, il peut perdre la connexion avec la réalité, bien sûr, c'est pas le cas de tous les enfants. On peut avoir ce genre de problème-là. Donc, on va commencer à dire à l'enfant le temps qu'on lui accorde par jour. C'est-à-dire, on lui dit, voilà, aujourd'hui, tu auras, enfin, c'est pas aujourd'hui, à partir de maintenant, tu auras tant de temps, et on va imaginer qu'on lui donne 1 heure par jour quand il va à l'école et qu'on va l'autoriser 2 heures par jour quand il ne va pas à l'école. On imagine là. Je donne un exemple comme ça au hasard. C'est à vous de déterminer le temps que vous souhaitez qu'il y passe. Donc on va lui dire le temps qu'on lui accorde et ensuite on va mettre un minuteur. C'est-à-dire que quand il doit passer 1 heure devant son écran, on met le minuteur. Quand le minuteur sonne, c'est le parent qui doit intervenir. Bien sûr, l'enfant, ne comptez pas sur l'enfant pour que lui-même arrête de jouer. C'est le rôle du parent. L'enfant, son rôle là, c'est de gruger, d'essayer de gagner du temps. Le rôle du parent, lui, eh bien, c'est de poser la limite et surtout de la faire respecter. Donc vous devez vous déplacer, là encore une fois, lui dire voilà, c'est terminé, on enlève l'écran ou le téléphone ou on éteint le jeu. Et puis après, l'enfant aura le droit dans l'après-midi ou en fin de journée de rejouer encore 1 heure si vous avez décidé que ce serait 2 heures. Maintenant, si l'enfant déborde, c'est-à-dire vous êtes occupé à autre chose, vous avez dit tu y passeras 1 heure, le chrono sonne, et là vous n'agissez pas. Ce que va faire l'enfant, et je serai à la place, je ferai pareil, c'est-à-dire qu'il va continuer à jouer. Ensuite, vous allez arriver, vous allez gronder l'enfant en disant que vraiment on ne peut pas lui faire confiance, alors qu'en fait, bien sûr qu'on ne peut pas lui faire confiance, mais parce qu'en fait c'est son rôle d'essayer de gagner du temps sur ça. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est pas le culpabiliser, mais plutôt intervenir. C'est-à-dire que quand ça sonne, c'est à vous à faire en sorte que ça s'arrête. Et après, petit à petit, l'enfant l'arrêtera lui-même. Mais certainement pas au départ, en fait. Ce qu'il faut, c'est pas culpabiliser l'enfant s'il déborde, parce que c'est votre responsabilité de lui faire arrêter le jeu. Si on culpabilise l'enfant, ce qu'on risque de développer, c'est une culpabilité face au plaisir, qu'on retrouve encore chez certains adultes.
Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que on sait que la castration est salutaire. Ça évite la culpabilité. Donc on va arrêter et on va mettre en place, soit on récupère l'objet, soit on éteint le jeu. Après, vous avez une autre possibilité qui est que l'enfant va vous dire « Oui, mais maman ou papa, je n'ai pas fini de jouer, c'est-à-dire ma partie n'est pas terminée, est-ce que tu peux me laisser encore un peu de temps ?» Et là, vous sentez bien le piège. Donc, on a deux possibilités. Soit on tombe dans le piège, et c'est ce que je vous déconseille parce que de 1 heure, on passera facilement à 4 heures, ou soit on lui dit « Bien écoute, c'est toi qui décides, si là tu prends 20 minutes de plus et on remet le chrono, c'est 20 minutes que tu n'auras pas le lendemain. » Et c'est l'enfant qui va faire son choix. Et du coup, là, on commence déjà l'autonomie plus tard. Donc on va lui faire un choix, et s'il décide de prendre ces 20 minutes maintenant, par contre le lendemain, il faut que vous soyez réglo aussi, c'est qu'il les aura pas. Sinon, ça va déborder, on est bien d'accord. Et je serai à sa place, je ferai pareil. Donc en fait, c'est normal. Donc on va limiter ce temps-là pour ce qui est des jeux ou des écrans pour les tout petits. Ensuite, on va limiter aussi, alors je sais que beaucoup de parents, parce qu'ils me le racontent, beaucoup de parents mangent avec le téléphone. C'est-à-dire qu'ils n'autorisent pas l'enfant d'avoir le téléphone à table, mais eux ont le téléphone avec eux et parfois conversent avec des gens, soit peu importe, par message ou des choses comme ça. Ce qu'il faut, c'est donner l'exemple. À table, on fait qu'une seule chose à la fois, c'est que à table on mange. Ou on converse avec les gens qui sont avec vous à table, mais en tout cas, si on commence à mettre le téléphone à table, je ne vois pas pourquoi l'enfant ne l'aurait pas non plus. Donc, on va donc émettre cette règle ou cette limite qui est pas de téléphone à table. Pas de téléphone non plus quand on fait des sorties en famille. C'est-à-dire que le téléphone peut être dans la poche, mais en attendant, il n'est pas une tierce personne. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, parce que ça m'est arrivé récemment, de discuter avec quelqu'un qui converse par SMS avec quelqu'un d'autre. C'est juste l'enfer. C'est-à-dire que la personne n'est pas avec vous, mais je suis convaincue qu'elle n'est pas avec l'autre non plus. Et vous sentez vraiment dans quelque chose d'extrêmement bizarre. Donc c'est pas agréable et c'est pas très respectueux pour la personne qui est là non plus. Et parfois, certains parents, lorsqu'ils mangent avec leurs enfants et qu'ils sont seuls, parfois ils continuent à converser par SMS et l'enfant vraiment se sent mal à l'aise. Donc ça, il faut mieux l'éviter. Quand vous êtes en famille, vous allez faire du vélo, du sport, etc. avec les enfants, pas de téléphone non plus, ni pour eux, ni pour vous. Le téléphone reste dans la poche ou dans le sac et on essaie de profiter un petit peu de ce temps-là. On sait aussi quelque chose, c'est que le fait de ne pas être présent à soi-même dans la vie, ça provoque, c'est une des raisons, des causes du sentiment un peu dépressif que peuvent avoir les adultes et parfois les enfants maintenant. C'est-à-dire que quand on n'est pas présent à soi, on va plus facilement développer ce genre de sentiment. Donc on essaie de limiter les enfants et de leur apprendre lorsqu'ils sont tout petits. Lorsqu'ils font une action, ils sont dans l'action. En général, l'enfant l'est. Souvent, le parent ne l'est pas. Lorsqu'on autorise, par exemple, le téléphone, eh bien, on se retrouve devant ce genre de choses. C'est-à-dire que l'enfant fait plusieurs choses à la fois et c'est absolument pas bon pour son cerveau. Et ça a été prouvé en neurosciences. C'est-à-dire que ça provoque beaucoup de stress de faire quelque chose tout en faisant autre chose à la fois. Une autre chose aussi, en ce qui concerne le téléphone, lorsque les enfants, par exemple, font leurs devoirs, il est conseillé de leur enlever le téléphone parce que, je ne sais pas si vous-même vous l'avez constaté, mais quand vous êtes en train de travailler sur quelque chose et que le téléphone sonne, lorsque vous allez répondre au téléphone, on appelle ça un arrêt de séquence. Vous allez donc répondre, vous allez communiquer avec quelqu'un et après vous allez vous remettre au dossier que vous étiez en train de traiter. Et bien là, en fait, il faut 20 minutes pour que vous retrouviez la concentration que vous aviez au départ avant que le téléphone sonne. Imaginez que vous soyez dérangé 4 fois dans l'heure, vous avez compris la concentration que vous avez à ce moment-là, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc vous n'êtes pas du tout efficace. Et c'est exactement ce qui va se passer pour l'enfant. S'il est toujours en train de communiquer avec ses copains et ses copines, vous imaginez son travail scolaire comme il va en pâtir. Donc en fait, on limite le téléphone pendant l'exécution des devoirs. Alors certains adolescents m'ont dit oui, mais moi je me sers de mon téléphone comme d'une calculatrice, et en fait ça c'est un piège, ne l'acceptez pas, tombez pas dedans, il a un ordinateur, il se sert de l'ordinateur, et pas pour chatter évidemment. On m'a aussi demandé lorsque les adolescents vont se coucher et qu'ils ont leur téléphone. Donc il faut savoir quelque chose, c'est que le téléphone portable, la lumière bleue que contient le téléphone portable développe de la dopamine dans le cerveau et la dopamine est un excitant pour le cerveau. Donc ça veut dire que si l'enfant, l'adolescent se couche, va se coucher avec son téléphone et qui communique avec ses amis, pendant tout le temps où il communique avec l'écran ou la tablette, eh bien en fait il est émergé par cette lumière bleue, ce qui va stimuler son cerveau. On a constaté aussi un enfant sur 5, un adolescent sur 5 présente des insomnies qui sont liées au fait de consommer, on va dire, de l'écran bleu. Voilà. Donc,
il faut que vous déterminiez à quelle heure il vous semble raisonnable que votre enfant se couche. Imaginons que vous déterminiez que votre enfant de 16 ans se couche à 23 heures. Vous souhaitez qu'il s'endorme à cette heure-là. Il est important de lui demander de rendre son téléphone à 22 heures. Parce qu'il va falloir une heure de temps pour que le cerveau, on va dire, se décharge de la dopamine et puisse passer sur de la sérotonine pour pouvoir s'endormir. La sérotonine, c'est pour dormir. Donc, comment on fait? C'est que on sait que les adolescents, ne serait-ce que parce qu'ils sont adolescents, vont essayer, on va dire, de dépasser les règles, de ne pas vraiment respecter ce qui leur est donné. En tout cas, certains le font, d'autres, heureusement, ne le font pas. Donc, moi, ce que je propose aux parents, c'est que quand vous avez dit 22 heures, le téléphone doit être dans la chambre des parents ou dans le salon. Comme ça évite le fait qu'ils continuent à communiquer, que vous leviez pour vérifier s'ils communiquent ou pas. Donc, ça vous évite tout ça. Et en même temps, ça évite aussi que l'enfant s'endorme avec son téléphone portable sous l'oreiller à cause de l'émanation des ondes qui sont diffuses par le portable. Donc ça, c'est une solution. Ma foi, si vous en avez trouvé d'autres, communiquez-nous-les, parce qu'on pourra du coup en informer les autres parents. Donc ça, ce sont des petites techniques qui permettent de réguler rapidement, en fait, pour les adolescents, le fait de consommer des écrans. Ensuite, évidemment, les adolescents et les enfants ne vont pas se laisser faire. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à vouloir limiter la consommation d'écran, évidemment, ils ne seront pas d'accord, évidemment, ils vont s'arc-bouter, et vous, évidemment, vous devez tenir le cadre. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez décidé que ça, c'est pas bon pour l'enfant, même s'il n'est pas d'accord, ce sera quand même comme ça. Ce que je voulais dire pour les écrans aussi, c'est que il ne s'agit pas non plus de passer d'un extrême à l'autre, à savoir trop d'écran et pas du tout d'écran. Si on enlève les écrans totalement aux enfants, on risque de provoquer une désociabilisation de l'enfant, puisque de fait, il ne pourra pas voir les jeux que tout le monde fait, il ne pourra pas voir les dessins animés que tout le monde voit, et en fait, il va se sentir soit esseulé, soit rejeté par la communauté dans laquelle il est. Donc, en fait, pas d'écran du tout, c'est pas du tout conseillé. Trop d'écran, c'est pas du tout conseillé non plus. Il est préférable aussi de proposer aux enfants, lorsque l'écran est terminé, de jouer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est presque comme une punition de jouer en étant dans le manuel. Alors qu'en fait, ça développe pour le cerveau de la sérotonine et de la dopamine, et ça permet de développer sa créativité, qui est un calmant pour le cerveau. Donc moi, je conseille vivement aux parents, une fois que l'enfant a terminé de faire les écrans, de proposer des jeux, et surtout des jeux où on va développer l'imaginaire, comme par exemple les Playmobil, comme par exemple les poupées, etc. Ça permet à l'enfant de dépasser ses angoisses, parce que souvent on oublie, et c'est Françoise Dolto qui l'a prouvé, que lorsque l'enfant joue, ça lui sert à dépasser ses angoisses. D'ailleurs, si vous prenez le temps d'écouter des histoires qu'il invente, vous allez dans ces histoires retrouver nettement sa vie. Et en fait, le jeu est fait pour ça. Donc ça, ce sont des solutions que je peux vous proposer pour essayer de limiter un petit peu l'accès, la consommation excessive aux écrans. Je voulais aussi vous préciser quelque chose, parce que c'est une question qui revient souvent, c'est que sur les jeux, parfois il y a des interdictions, interdits aux moins de 16 ans, aux moins de 12 ans, et je conseille aux parents fortement de respecter ces interdictions comme dans les films. C'est-à-dire que derrière ces interdictions, il y a des psychologues qui ont donné leur avis, et en fait, il est important de les respecter, parce que même si le parent, lui, ne voit pas ce qui peut être dangereux, si ça a été interdit, c'est qu'il y a des choses qui symboliquement peuvent être dangereuses pour l'enfant. Je prends un exemple, alors moi je m'y connais absolument pas en jeu vidéo, par contre je sais qu'il y a un jeu où on est en voiture et qu'on peut écraser des gens. Et bien ça, bien sûr, les parents m'ont dit mais il fait bien la différence entre la vérité, la réalité plutôt et le jeu. On est bien d'accord. Cependant, le fait symboliquement qu'on a 8 ans d'écraser quelqu'un, c'est pas du tout le même impact dans le cerveau que quand on en a 16. Donc il est important de respecter le codage pour les enfants. Beaucoup de parents, notamment les Dents de la Mer, qui pour nous ne semblent pas spécialement, on va dire, effrayants. Pour un enfant, même aujourd'hui, ça peut le traumatiser. J'en ai vu qui pendant 3 semaines n'ont pas pu dormir à cause de ça. Donc il faut bien respecter les limitations liées à l'âge. Ça me paraît fondamental pour l'enfant. Voilà, on m'a demandé aussi d'aborder le fait que certains enfants sont devenus addicts aux jeux vidéo, aux écrans, enfin tout écran confondu. Et lorsqu'il est addict, comment on fait pour arriver déjà à se débarrasser de ça et à revenir un peu dans la norme? Évidemment, j'ai entendu donc des enfants qui passaient entre 10 heures et 12 heures par jour pendant le Covid devant les écrans, tout confondu, soit la télé, soit les jeux. Donc là, on peut pas dire à l'enfant qui a passé, on va dire 2 mois
à regarder des écrans pendant entre 10 et 12 heures, voire entre 8 et 10 heures, on ne peut pas lui dire dès le lendemain, il n'y aura plus jamais d'écran. Ça, on va créer quelque chose qui est pas utile en plus, puisqu'on peut y arriver d'une manière beaucoup plus douce. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va limiter, c'est-à-dire qu'imaginons qu'il ait passé 10 heures pendant le Covid, 10 heures devant les écrans, on va faire une semaine où il n'en sera qu'à 7 heures, par exemple. Et après, on va diminuer progressivement toutes les semaines le temps qu'il passe devant les écrans, pour arriver à ce qu'il puisse s'en séparer sans trop souffrir, on va dire, parce que ça devient une addiction. Et ensuite, parce qu'il faut savoir qu'un enfant qui passe autant de temps devant les écrans, il fuit quelque chose. Donc dès qu'on va le limiter au niveau des écrans, il va se retrouver dans ce qu'il essaie de fuir. Et là, le parent doit être là justement pour en discuter avec lui, pour voir ce qui ne va pas, parce qu'un enfant qui passe 10 heures devant un écran, c'est pas normal non plus. Donc on va discuter avec lui de ce qui va pas, de pourquoi quand il n'y a pas les écrans, il s'ennuie, pourquoi il ne sait pas s'occuper, et puis regarder avec lui ce qu'on peut mettre en place pour l'aider justement à se séparer de cette addiction. Je voulais aussi profiter de cette vidéo pour remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des chaleureux commentaires sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook Pro. Ça fait toujours plaisir évidemment et je vous remercie de l'attention que vous me portez. J'espère que ces vidéos aideront le plus grand nombre et je vous dis à bientôt.